présidentielle d'octobre en Côte d'Ivoire, candidat pour un 4e mandat, un mandat, dit-il, de transmission. Pour analyser cette déclaration de candidature, je reçois, comme d'habitude, Jean-Paul Auro, président de l'Union des journalistes ivoiriens en France. Bonsoir, président. Bonsoir, Carly. Norbert Navarro. Bonsoir, Norbert. Bonsoir, Carly. David Sekoura, bonsoir. Bonsoir, Carly. Je peux te donner votre titre au sein du parti? Au sein de l'Union des cadres. L'Union des cadres, donc Conseil aux affaires politiques, c'est bien ça, voilà, RHDP France. Jean-Yves Doué, bonsoir. Je suis candidat parce que je veux que notre chère Côte d'Ivoire continue de demeurer un pays prospère, en paix et en sécurité. Ce sont les mots du président ivoirien qui a officiellement déclaré sa candidature. Jean-Paul Auro, j'avoue que lorsqu'on préparait notre mois d'août, on s'était donné rendez-vous pour le 7, parce qu'on s'attendait à une déclaration de candidature le 6. Pourquoi le président Ouattara a précipité son agenda? Lui seul pourra nous dire véritablement pourquoi il a précipité son agenda. Mais en même temps, il ne nous avait pas donné de date à laquelle il allait donner sa décision de candidature ou pas. Et donc on ne peut pas dire l'agenda a été précipité ou voilà. Ce que moi tout simplement je peux déplorer, c'est que sa déclaration de candidature pour briguer un 4e mandat me gêne. Me gêne dans le sens où cela, pour moi, montre que, avec Ouattara, cette déclaration pour un 4e mandat rentre dans la logique d'un pouvoir sans limite, une gouvernance sans relève et une démocratie sans horizon, c'est-à-dire sans élan. On est dans un pays où, certes, on a les apparences institutionnelles d'une démocratie, mais en réalité, cette démocratie-là n'existe pas. Le débat démocratique ne se fait pas. Et ce qui devrait traduire une véritable démocratie, je ne dirais pas la démocratie au sens basique du terme, le pouvoir du peuple par le peuple, mais j'utiliserai cette définition saint-simonienne selon laquelle la démocratie, c'est la traduction quantitative de l'égale dignité qualitative de chaque citoyen devant la loi, c'est-à-dire le vote. La question aujourd'hui du vote en Côte d'Ivoire est devenue principielle. Tous les acteurs en dehors du parti au pouvoir demandent que le cadre du vote, le cadre de l'élection soit revisité, soit mis à plat, de sorte qu'on puisse arriver à des règles qui pourront nous permettre d'avoir des élections dont les résultats ne seront pas contestés. Mais visiblement, le président Hassan Ouattara, en déclarant sa candidature à 4e mandat, est en train de dire aux Ivoiriens que nous allons y aller avec les règles qui sont là, avec l'institution qui va dire le vote, c'est-à-dire la CEI a organisé le vote. Et moi, véritablement, j'ai des raisons de m'inquiéter. David Sekoura. Bonsoir à tous. Et je vais remercier Télé Sud de nous recevoir cet après-midi, suite à la déclaration de candidature du président de la République, déclaration de candidature que nous espérions tous au sein du RHDP. Nous avions de façon unanime et solennelle, depuis les prix congrès de la base jusqu'à la haute direction, souhaité que le président de la République présente sa candidature. Lors du congrès, il a accepté d'être le candidat, d'être le président du RHDP, et il avait différé sa réponse en ce qui concerne l'acceptation de porter les couleurs du RHDP à cette joute électorale du 25 octobre 2025. Cela dit, l'organisation des élections présidentielles répond aussi à des règles. Il y a des structures qui sont chargées d'organiser ces élections-là. Il y a tout un faisceau de mécanismes qui sont mis en place afin que cette élection-là soit la plus transparente et la plus inclusive possible. Bien évidemment, il y a des règles à respecter. Si vous n'acceptez pas ces règles-là, vous ne pouvez pas y concourir. Je ne reviendrai pas sur les différentes dispositions qui, actées du sceau de la justice, empêchent ce certain nombre de candidats de candidater. Ce n'est pas du fait du RHDP ni du président de la République. Mieux, quand je ne rejoins pas M. Auro qui dit qu'il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire, je le dis toujours à ceux qui tiennent ce genre de discours, il y a bien un Parlement qui fonctionne. Il y a bien des députés de l'opposition dans le Parlement qui siègent. Donc dire que limiter la démocratie à la participation de certains individus à la compétition électorale suprême,
c'est quand même faire une injure aux Ivoiriens quant à ce qui concerne leur sens élevé des enjeux politiques électoraux. Peut-être que monsieur Diaby ne m'a pas bien entendu. En réalité, j'ai dit tantôt qu'il y avait l'apparence de façon institutionnelle de la démocratie. Nous avons les éléments institutionnels de la démocratie en Côte d'Ivoire, mais est-ce que la question du débat contradictoire démocratique existe? Visiblement non. Et aussi la question de la démocratie, c'est ce que j'expliquais par la définition de Saint-Simon qui pose la démocratie comme la traduction quantitative de l'égale dignité qualitative de chaque citoyen devant la loi. C'est-à-dire vous, M. Tiekoura, moi, M. Jean-Paul Oro, nous sommes égaux parce que nous portons tous chacun un suffrage. Et cela, aujourd'hui, ce suffrage-là ne peut être validé, ne peut être, je dirais, équitablement accepté par un organe qu'on peut dire indépendant. Visiblement, en Côte d'Ivoire, une partie de la classe politique estime que cet organe administratif qui est censé organiser les élections n'est pas indépendant et qu'il faudrait créer les conditions de son indépendance. Au nom de cela, c'est ce que j'appelle une démocratie sans horizon. Il n'y a pas d'élan. Maintenant, je n'ai pas dit que c'est parce que certains candidats ou certaines personnes ne sont pas autorisées à candidater qu'il n'y a pas de démocratie. Je n'ai pas dit cela. Cela dit... Votre discours, il est antidiluvien. C'est un discours qui est dépassé, c'est déphasé. Donc, il faut restituer les choses dans leur contexte. Cela dit, ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas voter parce qu'il y a des règles qui définissent la présence d'un individu sur une liste électorale. Si vous n'acceptez pas ces conditions, vous ne serez pas sur la liste électorale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat contradictoire. Je suis désolé. Le débat contradictoire, il existe bel et bien. La preuve, il y a bien des marches qui sont organisées en Côte d'Ivoire. Il y a bien des plateaux télé sur lesquels, de façon basique, il y a bien des plateaux télé sur lesquels tous les opposants passent pour dire ce qu'ils veulent, à longueur de journée. Donc quand vous parlez de débat contradictoire, je voudrais bien que vous précisez de quel débat contradictoire il s'agit. Ce débat contradictoire, uniquement, il s'adresse à la participation de 2 ou 3 individus à la compétition présidentielle. Je dis que là, vous fautez complètement sur toute la ligne. Norbert Navarro. Ah ben moi, qu'on ose dire que Saint-Simon est antédiluvien, ça je ne peux pas laisser passer ça. Saint-Simon étant français, moi aussi, ayant été français, et je pense qu'il est universel, il n'est pas dépassé. Non, il n'est pas antédiluvien, Saint-Simon, et sur ce point, Jean-Paul a raison, mais si je peux me permettre, Carlyle, en fait, la question de départ, c'était... le chronogramme, c'est-à-dire pourquoi l'annonce. Et je pense que c'est une question très importante. Merci de l'avoir posée, comme dit l'autre. Alassane Ouattara, dans un stade plein, alors que tout le monde attend sa décision, la diffère, c'est bien ça? D'accord. Là, il vient de l'annoncer. Entre les deux, il y a eu un événement, un déjeuner. Macron-Ouattara, c'est un fait, c'est bien cela. Je vous écoute. Hein. Ça n'était pas une disposition constitutionnelle. On n'est pas tenu, quand on est président de la République de Côte d'Ivoire, d'aller déjeuner avec le président français avant de prendre sa décision. Or, c'est ce qu'il a fait. Il a bien déjeuné avec le président avant de prendre sa décision. Et lors de ce déjeuner, en tête-à-tête, un déjeuner entre 2 personnes, il s'est passé quelque chose. La preuve, c'est que nous nous sommes retrouvés la semaine dernière sur ce même plateau. Moi, j'étais un petit peu loin, mais enfin, je ne sais pas qu'on m'a entendu. Bah oui, c'est beaucoup. Pour dire que, pour donner des éléments de la conversation secrète entre Macron et Ouattara. Donc, c'était un événement politique qui s'est passé d'ailleurs sur le plateau de Télé Sud, parce que moi, j'ai rien inventé, j'étais pas dans la salle. L'information a fuité, et si elle a fuité, c'est parce que le président Macron l'a fait fuiter. Il s'avère que c'est passé par le plateau de Télé Sud, et c'est tant mieux pour nous, mais elle a fuité. Et des choses qui ont été dites lors de ce déjeuner
ont été révélés. D'accord ? Effectivement. Nous l'avons dit. Donc ça, ce sont des éléments qui justifient la question de Carlyle, c'est-à-dire que s'est-il passé ? Ouais. Et donc pourquoi le président Ouattara, alors que tout le monde l'attendait pour la fête de l'indépendance, pourquoi a-t-il pris tout le monde à contre-pied et a-t-il un peu devancé l'appel ? C'est une excellente question. J'aimerais bien qu'on y réponde, moi j'aimerais bien, parce que je ne connais pas la réponse. Ah mais moi je ne connais pas la réponse à cette question. Mais je vous rappelle, petit rappel quand même sur ce que je vous disais la semaine dernière concernant ce déjeuner, c'est que nous avons appris que plusieurs sujets avaient été abordés. Alors j'écarte celui qui a été évoqué par le président Ouattara lors de sa présentation de candidature, à savoir la situation sécuritaire dans la sous-région, puisque ça, c'était tellement évident que ça allait être évoqué que ça l'a été, donc n'en parlons pas, c'est comme une constante dans une équation mathématique, on l'élimine. Il y avait deux éléments. Il y avait le fait que le cas du président du PDCI-RDA, son Excellence M. Tidiane Thiam, a été évoqué et abordé par Emmanuel Macron lors de ce déjeuner, c'est un fait, ça a fuité, nous l'avons dit, et nous n'avons pas été démentis, et la source qui m'a indiqué ça, je l'ai eu au téléphone par la suite, et elle ne m'a pas dit « mais non, tu n'as pas bien compris ». Au contraire, elle était tout à fait satisfaite que je sois venu vous le raconter sur le plateau de Télé-Sud. Donc c'est bien une opération qui me gênait un petit peu, c'est la raison pour laquelle au début... Ça m'était déjà clarifié un peu. Oui, j'avais ouvert un parapluie parce que j'aime pas trop ça. On m'a un peu instrumentalisé dans cette affaire. Mais bon, allons-y. Donc Thiam, le cas Thiam a été évoqué. J'ai déjà précisé que sur ce plateau, enfin, c'est quand même assez lunaire, quoi. La semaine qui suivait, vous avez fait une déclaration sur le cas d'Omelo qui a été partagé par la majorité présidentielle. Là, lorsque vous faites une déclaration sur le déjeuner qui n'arrange pas certains cadres du pouvoir, on vous traite de complotiste, de menteur. Enfin, Carla, c'est pas sérieux. Merci, je tiens à protéger ma rédaction quand même, c'est pas très sérieux. Merci Carly. Bon réflexe déontologique, j'apprécie beaucoup et confraternel. Je suis très sensible à ce que je viens d'entendre. Merci Carly. Non mais, donc il y avait cet élément, et puis il y avait un second élément qui avait été évoqué entre les deux dirigeants, c'était l'état de santé du président Ouattara. Là, même chose. L'Élysée aurait pu ne pas le faire fuiter, l'a fait fuiter. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est une information. Nous sommes journalistes, nous, et donc nous devons tenir compte de ça. Donc la question du séquençage de cette annonce est effectivement une question très intéressante. Petit rappel, lors de ce déjeuner... Vous voulez répondre après Oh oui, après je vais... Petit rappel, lors de ce déjeuner, le président Ouattara a dit au président Macron qu'il avait le sentiment que ses médecins ne lui disaient pas tout. Alors ce que je ne vous ai pas dit la semaine dernière, que je suis en mesure de vous dire aussi, c'est que... Exclu. Oui, bon, petite, hein, c'est pas grand-chose, mais c'est que Alassane Ouattara a vu, avant de reprendre son avion pour retourner à Abidjan, il a vu pas mal d'autres personnes, beaucoup de monde à Paris. Il a beaucoup consulté, il a vu pas mal de monde, à Paris ou en France en tout cas. D'accord ? Et il est rentré, il prend sa décision. Mais pourquoi a-t-il abordé le sujet de son état de santé devant le président Macron si ça n'était pas une question importante ? Alors, je précise que dans sa déclaration, il dit « Je suis candidat parce que la Constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé me le permet. » Voilà, donc quelle est la bonne version ? Est-ce que c'est Ouattara à l'Élysée devant Macron ou est-ce que c'est Ouattara face caméra pour présenter sa candidature ? David Chekoura. Voilà. Bon, je suis très à l'aise face aux déclarations de M. Navarro. Je rappelle que M. Navarro a été correspondant de RFI Abidjan en 2008. Merci pour la précision. Voilà. Donc, il y aura son sens après. Donc, du coup, le président Ouattara a l'habitude de venir en France de façon régulière. Il a sa résidence à Mougins. Et quand il vient peut-être une fois sur 3, il a un rendez-vous, une séance de travail avec le président Macron. Et avant la présidentielle, ce rendez-vous-là, quand il se passait, on n'en faisait pas des choux gras, on n'en parlait pas. À la limite, on trouvait cela que c'était normal. Maintenant, le président, il arrive en France, il va à ses occupations quotidiennes, et ensuite, avant de repartir, c'est de bonne guerre et de bon ton
qu'il rencontre le président Macron pour qu'il puisse s'enquérir des différentes nouvelles de la sous-région, notamment sécuritaires et consorts. Et même aussi, ça ne gêne pas de parler même de la politique intérieure de la Côte d'Ivoire. Si cela a été parce que les informations aussi que nous avons, à travers un autre organe écrit, le cas TIAM n'avait pas été abordé. Si M. Navarro est si sûr de ce qu'il dit, en ce moment-là, j'ai le droit de poser un petit doute. J'ai le droit de poser un petit doute parce que... Mais David Sekoura, vous ne posez pas de doute sur l'article qui est sorti par nos confrères, je ne vais pas les citer, qui ont fait acte aussi de coulisses. Pourquoi ce sont les sources de M. Navarro qui... Mais parce que c'est deux choses complètement contradictoires. C'est ça le journalisme. Voilà, donc après, donc permettez aussi que je mette aussi un petit bémol dans ces affirmations péremptoires de M. Navarro. Je n'oserais pas lui demander sa source, mais après, c'est de bonne guerre. Où est l'aspect péremptoire? C'est on va laisser David Sekoura terminer, s'il vous plaît. On va laisser David Sekoura terminer. J'ai laissé commentaire désobligeant. Non, on va laisser David Sekoura. n'est pas désobligeant. Si. Non, on laisse Sekoura. Ça veut dire que c'est comme un coupéré. C'est tout, oui, mais c'est pas. Je ne pense pas avoir heurté M. Navarro quand même. Non, j'en ai vu d'autres. Voilà. Donc, on reste cool sur ce plateau. Absolument. Et je suis pour la liberté d'expression. Voilà. Et c'est ce qu'on fait vivre. Très courtoise et disciplinée, ne vous inquiétez pas. Donc, pour dire, le président, il a la latitude de rencontrer le président Macron pour qu'ils échangent sur des sujets politiques, diplomatiques de l'Afrique de l'Ouest et même de la Côte d'Ivoire. Ça ne gêne pas. Parce que la politique ne se fait pas avec des préjugés ou avec des... je ne sais pas quelle expression que je vais utiliser. Dire que quand je vais rencontrer le président Macron, c'est comme si je viens me soumettre. Non, ça n'a rien à voir. La France demeure un partenaire principal, l'un des partenaires principaux de la Côte d'Ivoire, au plan économique, au plan diplomatique, au plan militaire. Ça, c'est sûr de tous. Donc, il n'y a même pas à se cacher. Donc, j'arrive, je vais finir. Donc, maintenant, ce qui me gêne dans l'histoire, ce qui me gêne fondamentalement, c'est faire croire que le président est venu avoir l'aval de l'Élysée avant d'aller se présenter. Depuis janvier, quand il présentait les vœux au corps diplomatique, il a dit qu'il est prêt à servir son pays et qu'il était en parfaite santé. Donc, ce n'est pas le rendez-vous à l'Élysée qui déclenche ceci. Il est cohérent dans ce qu'il dit depuis toujours. Bien. Voilà. Ok, Jean-Yves Doué. Oui, en fait, moi, j'aimerais que aussi vous compreniez, en fait, je pense qu'on a quand même la légitimité aussi de se poser des questions sur le timing. Parce qu'en fait, on a pu observer le timing du président. Dans une séquence politique très particulière, Jean-Yves, il faut préciser. Déjà, en 2020, on a eu en mars où il a demandé où il avait présenté Amadou Gon. À la suite de ça, il y avait eu le décès d'Amadou Gon. Donc, logiquement, à partir de mars, on devrait normalement connaître le candidat du RHDP. Il ne se prononce pas à partir de mars. Donc là, on commence à se poser des questions. Et pour l'instant, on n'a pas encore les éléments. Et donc, dans le cheminement, par la suite, on observe qu'il y a récurremment des voyages en France. Et la semaine dernière, on a notre confrère Navarro qui nous a donné des scoops. Et parmi ces scoops-là, on parlait de la santé du président. C'est tout à fait normal que c'est pas question, puisque lui-même il parlait depuis janvier de ça. Pour une question de santé, voilà, pour une question de santé, il peut se poser des questions sur cette candidature-là. Ça, c'est de 1. De 2, en fait, déjà, il a dit qu'il allait réfléchir. Il a eu le congrès où il a été élu président du RHDP. Par la suite, il a dit qu'il n'est pas seulement le président du RHDP, il est le président aussi des Ivoiriens. Il a rappelé dans son discours aussi. Ouais. Et donc, quand il finit de réfléchir dans sa réflexion, il vient en France, il rencontre le président Macron. Un déjeuner déjà même qui était censé être... C'était pas l'agenda de l'Élysée, voilà, c'était pas l'agenda de l'Élysée. Et dans ça a fuité. Après, par la suite, ils ont officialisé. La présidence ivoirienne a fait un communiqué là-dessus, mais ça, c'était après le déjeuner. Donc, je veux dire qu'il y a des éléments comme ça qui nous font dire que, logiquement, il y a quelque chose qui était caché, mais finalement, lorsqu'il finit ce voyage-là, il rentre au pays quelques jours après. Il annonce sa candidature. Donc, logiquement, on est à même de se dire aussi qu'il
comment on appelle ça, ce dégénéré a dû influencer sa décision. Mais non, du tout. Non, il y a une donnée que vous ne prenez pas en compte tous sur ce plateau, c'est dommage. Enfin, il y a eu ce dimanche soir l'interview de Tidiane Thiam, président du PDCRDA, qui a quand même fait certaines déclarations fortes. Est-ce que tout ça a bousculé un peu le président dans son ego? Enfin, je pose la question, comme tout Ivoirien se demande, parce qu'on vit une séquence politique forte actuellement en Côte d'Ivoire. Je pense qu'on ne va pas. Moi, je vais pas dit que, en fait, je vais pas... C'est pas mal pour le président de dire, bon, ça suffit, moi, je suis candidat. Je ne vais pas lier le destin de la Côte d'Ivoire sur des questions d'ego, par respect pour le président Ouattara et par respect pour une certaine classe politique. Je ne vais pas dire que c'est sur un coup de tête, il se dit que, bon, comme le président Tidiane Thiam a dit ça, donc je vais me présenter. Je ne vais pas le faire par respect pour lui. Je précise que c'était l'anniversaire du président Thiam aussi le jour de la candidature. Peut-être un cadeau aussi. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'en pense le président? Non, mais pour moi, c'est vrai qu'on ne peut pas être dans la tête de ces gens-là, de ces personnalités. Mais notre présence sur ce plateau, c'est aussi de commenter et de faire des liens entre ces choses-là, avec certainement un peu de réussite, un peu d'intelligence et de cohérence. Donc, on est en droit de penser et d'imaginer que l'interview de Tidiane Thiam, président du PDCI, a pu pousser le président Alassane Ouattara, contre toute attente, de faire cette déclaration. Peut-être aussi une façon, peut-être avec un coup de fil, passer à l'Élysée pour dire, mais écoute, non, pourquoi pas? Vous êtes sérieux quand même. Allons dans la supputation. Non, c'est vrai aujourd'hui, on est à l'aise de dire la Côte d'Ivoire est un pays indépendant, sérieux, la France aussi est indépendant, souverain. Mais ces deux pays ont une histoire. L'un a colonisé l'autre. D'accord. L'autre est l'ancienne colonie. Okay. Et nous savons d'une histoire récente. En tout cas, moi, des informations que dans une histoire récente de la Côte d'Ivoire, ça ne date pas de 20 ans. La France a montré que la Côte d'Ivoire demeure une de ces colonies, si je peux me permettre l'expression. Oui, donc pour moi, n'allons pas si facilement pour dire, machin, c'est vrai. De façon de principe, on peut dire, il ne peut pas. Mais nous savons que, nous pouvons imaginer que la présence lors de ce déjeuner, les éléments ou les sujets abordés ont une conséquence, ont une suite dans la déclaration du président Alassane Ouattara. Et moi, je suis convaincu que l'intervention, je dirais, tumultueuse de Tidiane Thiam sur le plateau de Alain Foucault a eu aussi une implication dans la déclaration du président de la République. En tout cas, je pose cette question pour recadrer encore le débat parce que moi aussi, en tant que journaliste, dans la foulée de cette annonce, j'ai contacté en tout cas son entourage. Et à ce qui paraît, le président avait déjà arrêté sa décision depuis son séjour en France. Donc c'est déjà clair. Bon, il avait déjà arrêté sa décision. Bon. Donc voilà. Je parle de la date. Oui, c'est pour ça. Non, mais je vais y arriver. Pour vous dire, maintenant, la question c'était de savoir quand est-ce qu'il l'annonçait, quand on lui demandait. Il disait aux alentours du 6-7 et après il revenait en France à Mouguin. Donc c'était déjà clair, c'était déjà arrêté. Mais pourquoi il le fait maintenant? Je pose la question parce qu'il y a eu un moment politique fort en Côte d'Ivoire. On est d'accord ou pas? Évidemment. Enfin, l'interview vitriol de Tidiane Thiam, c'est pas rien lorsqu'il dit pas que c'est l'interview qu'il a mais il y a un début quand même parce que lorsque Tidiane Thiam dit que lorsque je le rencontre, il me dit moi le quatrième mandat c'est pas enfin je n'y pense pas. Enfin c'est quand même grave d'accuser un chef d'État en fonction de mensonge. Enfin, c'est ça. Parjure. Ce que le président Oro disait tout à l'heure, vous, journalistes, vous êtes en droit de faire toutes les supputations et tous les liens possibles. C'est tout à fait normal. Moi, je suis sur ce plateau aussi pour vous apporter la contradiction aussi. Bien sûr, et vous le faites bien. Voilà, pour qu'on puisse avancer dans le débat, dans la clarté, pour ne pas qu'il y ait une seule opinion sur ces choses-là. Alors, c'est pas une opinion, c'est une information. C'est ça l'intérêt du débat. Voilà. Donc, après, tout le monde sait les liens séculaires qui existent entre la Côte d'Ivoire et la France. C'est clair. C'est pas caché. Et vu le tumulte insécuritaire qui existe actuellement en Afrique de l'Ouest, dites-moi de façon très sérieuse, quel est le véritable oasis de paix en Afrique de l'Ouest actuellement? C'est bien la Côte d'Ivoire. Diaby, moi j'ai une autre question. Jusqu'à là, on a subi 2 attaques terroristes. Oui, mais après, depuis combien de temps il n'y a plus d'attaques terroristes? Il faut qu'on avance. Si. Hein? Donc après, je finis rapidement.
que le président soit venu voir le président français pour parler, comme je dis, de la politique régionale ou nationale de la Côte d'Ivoire, en aucun cas ça ne devait gêner. Mais ce qui me gêne, moi, c'est qu'on fasse croire qu'il est venu prendre Les instructions. Les instructions auprès de... Ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. Pour ceux qui connaissent le président de la République, ils savent qu'il demeure le maître du jeu. C'est lui seul qui décide de ce qu'il doit faire. Norbert n'est pas très d'accord. Ben, Norbert peut ne pas être d'accord. Oh ben, mais je après, commence sa réaction, voilà, parce qu'on le voit pas à présent, l'antenne. tous les actes que le président de la République a eu à poser sont des actes qui ont été vraiment indépendants. Et c'est lui seul qui décide de la période. Voilà. Ok, en fait, Rapidement, Jean-Yves. oui, là, en fait, on a parlé de l'aspect formel, donc on a parlé de la forme. Mais en fait, moi, j'aimerais qu'on rentre aussi plus dans le détail, c'est-à-dire, genre, le fond. En fait, dans le fond, il a dit des choses. Par exemple, on en a parlé. La fameuse phrase. Voilà. Et que c'était quoi sa phrase déjà? Le devoir peut transcender la parole donnée de bonne foi. D'accord. En fait, moi, je veux dire, déjà en tant que jeune, moi, je me pose beaucoup de questions. D'accord. C'est-à-dire, aujourd'hui, quelle est la crédibilité de la parole du politique aujourd'hui? Lorsque le premier responsable des Ivoiriens, pour emprunter le thème du président, dit aujourd'hui que la parole et le devoir peut transcender la parole donnée de bonne foi. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, je peux me lever et faire des promesses dans mon village en étant député. Et puis demain... Pour compléter votre question, terminez. Oui. Donc demain, je vais me dédier. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, il a ouvert une boîte à Pondor. C'est-à-dire, tu peux dire des choses, te dédier sans toutefois t'être dédié, en fait. Et là, moi, je pense que c'est un peu... Bon, ok, c'est vicieux. Je trouve que c'est vraiment vicieux parce que ça... Vous avez cherché vos mots. Oui, c'est vraiment vicieux parce que ça ouvre, en fait, un spectre de vice, mais qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup de choses qui ne... Derrière tout ça. Derrière tout ça. Vous savez, moi, j'ai une question très simple. Après, je donne la parole à Norbert. Est-ce que, finalement, être candidat en Côte d'Ivoire, c'est un devoir plus qu'un droit? Déjà, il faut regarder la candidature. C'est vraiment, vu la déclaration du président. Je vais répondre français. Il faut regarder la candidature, déjà, sous l'aspect constitutionnel, l'aspect légal. Le président a-t-il le droit de se présenter? Non, je sais. Non, c'est pas ça. Est-ce que être candidat en Côte d'Ivoire, c'est un devoir plus qu'un droit? Je peux continuer. Allez-y, mais voilà. Vous allez le temps de développer. Après, je vais revenir sur ce que vous avez dit. La Constitution le lui permet de se présenter. C'est déjà la première des choses. Dont on pourra éventuellement discuter. Bon, il n'y a pas de souci. Merci. Deuxièmement, qu'il a eu une rencontre avec un responsable politique, enfin en ce moment qui n'était pas encore responsable politique, qui voulait rentrer en politique, qui vient lui demander ses aspirations pour 2025. Peut-être qu'en l'état actuel, quand la question se posait, il était dans cette position, dans cette attitude. Mais après, qu'est-ce qui peut amener le président de la République, une personne aussi rigoureuse, aussi méticuleuse, à changer? C'est bien peut-être la situation sécuritaire de l'Afrique de l'Ouest, la situation interne du pays. Et puis mieux, j'arrive. On va le laisser terminer, s'il vous plaît. Mieux, la trajectoire économique donnée par le président de la République à la Côte d'Ivoire, les 15 précédentes années, il estime aussi qu'il y a 5 années encore qui peuvent suffire pour qu'il puisse amener la Côte d'Ivoire aux portes de l'industrialisation. En ce moment-là, non seulement on peut de façon logique dire par devoir envers les Ivoiriens, il va être candidat. Mais aussi, le droit constitutionnel lui permet aussi d'être candidat. Donc il n'y a pas d'ambiguïté ni d'ambivalence dans cette posture du président de la République. Je n'en vois vraiment. Il faut vraiment dépasser ce postulat, dire qu'il a cherché à faire ci. Non, le président de la République n'est pas dans cette posture. D'accord. Et j'arrive. Pour répondre à la question, en quoi est-ce que c'est un devoir pour lui d'être candidat? Mais parce que déjà la Côte d'Ivoire a besoin encore de lui. Et j'aimerais qu'on regarde, s'il vous plaît, cette vidéo-là de ces ministres à l'annonce de la candidature du président Ouattara. Après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé
d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Norbert Navarro, quand vous voyez ces scènes de liesse des membres du gouvernement ivoirien, qu'est-ce que cela vous inspire? Une formule, ça m'inspire une formule. Un ministre ne devrait pas faire ça. Point final. Vous connaissez le fameux bouquin de nos confrères Fabrice Lhomme et Davet. Un président ne devrait pas dire ça. Bah, un ministre ne devrait pas. Citez-moi un seul exemple, un seul, dans le monde ou dans le passé, de ministres qui dansent de joie à l'annonce de la candidature d'un candidat, et à ce moment-là, je serais convaincu. Personne. J'ai jamais vu ça. Un ministre ne devrait pas faire ça. Le plus important, je crois, c'est... Peut-être qu'il n'y avait pas de caméra aussi. Non, parce que ça, vous voyez, quand on danse comme ça, face caméra, alors qu'on sait qu'il y a une caméra, on peut pas empêcher quelqu'un qui... Ils sont dans la joie. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous voulez qu'ils retiennent leurs émotions. D'accord, sauf qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de se dire « Ah tiens, ils se réjouissent parce qu'ils vont continuer à profiter chaque de matin, Nobel. » quand je me rase, je pense à l'élection présidentielle. Quel est le rapport? Je ne vois pas du tout. Il y a le rapport, parce que pourquoi vous dites que les gens ils ne doivent pas exprimer leurs émotions, ils ne doivent pas exprimer leurs sentiments. Quand Sarkozy dit cela... Ce n'est pas une émotion. Est-ce qu'il y a déjà... Ses ambitions. Voilà, donc c'est pas une émotion. Est-ce qu'il y a un précédent? Monsieur Tiokoura, dans quel pays, à quel moment avez-vous vu un ministre danser face caméra, en sachant très bien que la caméra est là, à l'annonce de la candidature? Je pensais que c'est le compte TikTok du ministre Mamadou Touré. Donc ça, c'était des pas de danse. C'est pas ma question. Bon, on va pas commenter, même si ce n'est pas des danses, les mouvements physiques de la République. Bon, moi j'ai une question pour Jean-Yves Doué. Quid de la demi-douzaine à loi annoncée par le président de la République? Est-ce que cette candidature aussi marque le fait qu'il n'y a pas vraiment de successeur pour prendre le flambeau? Pourquoi est-ce que le président parle de devoir? En fait, là, c'est clair. C'est même pas moi qui l'ai dit, c'est le président lui-même qui l'a dit. Dans sa... Il parle de candidature de transmission, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore prêts. Oui, en fait, moi je pense qu'en 2020, on avait aussi les questions sécuritaires qui régnaient, parce que le terroriste, il n'est pas né de 2021 ou 2022. Depuis, il a toujours existé. Il y avait Amadou Gon qui a été désigné. Justement, je viens. Non, il ne faut pas l'occulter non plus. C'est pour ça que je viens à ça, en fait. Oui. Parce qu'en fait, dans son discours, il a dit que aujourd'hui, on ne peut pas faire l'exercice d'un chef d'État, je crois, novice. Il faisait allusion à ce qu'on mette quelqu'un à la tête de la Côte d'Ivoire qui soit novice, qui ne soit pas expérimenté. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'Amadou Gon Coulibaly était expérimenté en ce moment? Mais s'il était choisi, effectivement. Non, expérimentant au sens où... Il y a eu 2 ans. Il y a eu 2 ans. Il allait faire aussi l'exercice, il allait faire l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire en tant que chef d'État. Vous formulez mal votre question. Est-ce que Amadou Gon Coulibaly était le seul préparé, peut-être, à mon avis? Non, je viens. En fait, c'est pour dire quoi, en 2020, il avait choisi Amadou Gon parce qu'il estimait que... Et est-ce que c'était un choix réel d'information que moi j'ai? Il avait vraiment... Il n'a pas caché. Ouais. Il avait choisi Amadou Gon en 2020. Et moi, en fait, ce qui me chagrine un peu, c'est que lorsque tu finis de faire ça, sans pour autant avoir justifié, Amadou aussi il n'avait pas... Comment on appelle ça? Il n'avait pas... Justifié, c'est-à-dire? Quand je parle de justifier, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, moi, c'est le justificatif qu'il a donné lorsqu'il a dit on ne va pas laisser je ne vais pas laisser quelqu'un qui n'est pas expérimenté en la matière, genre dans les questions sécuritaires, économie. Mais il dit je veux que notre pays continue de demeurer un pays prospère, en paix et en sécurité. Maintenant, en quoi est-ce que si ce n'est pas Alassane Ouattara qui est au pouvoir, en quoi est-ce que le président qui viendra,
en quoi est-ce qu'il ne sera pas, en fait, il ne va pas mettre ce qu'on appelle ça, cet environnement de paix et de prospérité. Moi, ça c'est coutumier du président Alassane Ouattara. En 2015, c'est pour la paix que le président Henri Konan Bédié lance l'appel de Daoukro. En 2020, c'est pour la paix et un cas de force majeure que le président Alassane Ouattara est candidat pour un 3e mandat. En 2025, c'est encore pour la paix, la sécurité dans la sous-région et le progrès, la prospérité pour la Côte d'Ivoire. À chaque étape de sa candidature ou de ses candidatures, le président Alassane Ouattara ne propose pas en réalité un projet, une vision, mais il présente sa candidature comme une solution à un problème. Ado, c'est la solution, c'est son slogan. Je suis la solution à ce problème. Voilà pourquoi je suis candidat. Voilà pourquoi la question que tu poses... Sur la demi-douzaine. Au-delà de la demi-douzaine, sur la question de son devoir. Parce qu'il pose sa candidature comme un devoir. Oui. Mais quand on va plus loin, ce message est pour l'opposition ivoirienne. Ah, belle transition. Ouattara est candidat à 100%. Le président Ouattara. Le président Ouattara est président. Merci, Carl. Le président Ouattara est président de la République à 100%. Le président Ouattara est président du RHDP à 100%. Il faudrait que l'opposition sache que le président Alassane Ouattara est engagé à 300%. Oui, bon. Et Djabi rapidement et après Norbert va prendre la parole. Ce que Jean-Louis et Jean-Paul, Jean-Yves et Jean-Paul disent, nous sommes militants du RHDP. C'est nous, dans mes propos liminaires, je l'ai dit, qui avons demandé au président de la République d'être candidat. Et on est en période électorale. La maxime qu'on prendrait pour justifier la candidature du président de la République, c'est notre choix, c'est son choix. C'est nos thèmes à nous. Maintenant, l'opposition, qu'est-ce que l'opposition propose? Ils ont bien choisi aussi leur candidat. On leur a demandé de choisir des plans B, ils refusent tous. Mais pourquoi est-ce que vous voulez nous imposer cette maxime-là, ce précepte-là à nous, alors qu'à l'opposition, ces préceptes-là ne s'appliquent pas? Je suis désolé. Parce que votre plan A est candidat. Oui, parce que le plan A, il est candidat. Et puis en plus, juste accorde-moi 2 secondes dans ton temps de parole. Oui. Le président de la République a grillé la politesse au Conseil constitutionnel, parce qu'il a dit, la Constitution me le permettant, je suis candidat. Oui, mais parce que déjà en 2020, il a été admis par le Conseil constitutionnel. Donc, mais peut-être qu'il laisse le Conseil constitutionnel. C'est difficile pour le Conseil constitutionnel de dire le contraire de ce qu'ils ont dit en 2020. C'est quoi? C'est un 4e mandat pour vous? C'est quoi? 4e mandat, 2e mandat de la 3e République. Si on additionne arithmétiquement, ça va faire 4 mandats. Exact, donc, oui. Je confirme cette information. Ça n'a pas une importance particulière. Ça n'a pas une importance particulière pour nous. Parce que ça fait bien 4. Je vois sur quel chemin Navarro. C'est de bonne guerre. Oui, je sais. Voilà pourquoi j'ai fait la boutade pour dire que 2 plus 2, ça fait 4. Ou bien 2e, la 3e, c'est la même chose. Ouais. L'essentiel pour nous, l'essentiel pour tous les Ivoiriens, c'est qu'il n'y ait plus d'attaque à Téini ni à Kafolo. De faire en sorte que ces populations qui sont... Et si le président Ouattara n'est plus là, il aura des attaques... Mais il y a au sommet de l'État un vice-président qui sera... Est-ce qu'au sein du RHDP aujourd'hui, sincèrement, on anticipe l'après Ouattara ou pas? Oui, mais c'est forcé. D'accord. Non, c'était juste pour savoir. Obligatoirement, parce que quoi qu'on veuille, peut-être que les Africains n'ont pas tendance à vouloir désigner le remplacement du chef tant qu'il est là. Okay. C'est ce qui se fait. Sinon, après, on est tous conscients qu'à un moment donné ou un autre, forcément, le remplacement du président de la République à tête du RHDP va se poser. On va parler un peu de l'opposition, monsieur. On va parler un peu de l'opposition quand même. Rapidement, en fait, on sait que la lutte contre le terrorisme repose sur une armée bien formée, sur des institutions fortes et puis sur aussi une bonne gouvernance. Et donc là, quand vous me dites que le président Ouattara, il doit être là, cela suppose que on n'a pas d'institutions fortes.
qu'il veut. Enfin, c'est Maintenant, le garant. non, mais le garant de quoi? Si on a des institutions fortes, tu as déjà fait le boulot, tu as mis en place des institutions fortes, ton armée est bien formée parce que depuis que tu es là, on a eu des attaques de terrorisme qu'on a eu à repousser. On a eu une bonne gouvernance. Une fois que tu estimes que tout ça c'est fait, tu peux partir librement parce que tu as déjà posé les bases. Mais si tu ne veux pas aller et que tu estimes que pour ces questions sécuritaires-là, tu veux encore être là, c'est que quelque part, tu sais que même il y a un problème. Et donc, D'où la question de la demi-douzaine. non, c'est que moi je veux savoir, est-ce que cette histoire de bonne gouvernance, parce qu'on a toujours parlé de ça, vous nous avez toujours dit ici qu'on avait la bonne gouvernance, on avait des institutions fortes, et c'est ce que même le RHDP dit. D'accord. Dit à l'opposition que si vous voulez, pour des questions de trucs, référez-vous à des institutions parce que les institutions fonctionnent bien. Donc là, aujourd'hui, le président Ouattara, je pense qu'il s'est dédié parce qu'il affirme aujourd'hui que les institutions, en réalité, elles ne sont pas fortes. L'armée n'est pas bien formée. Alors là, Il faut que ce soit là. Sans lui. Sortez de ces concepts-là. Le président, pour diriger une armée, il faut un général qui a la vision. Un général qui... Une armée. Je paraphrase. Mais Non, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui doit avoir une vision. Et à partir de cette vision-là, il assigne des objectifs à différentes institutions, à différentes personnes pour l'aider dans la gestion du pays. Donc, ça ne veut pas dire que sans le président Ouattara, la Côte d'Ivoire ne fonctionnerait pas. On est rassuré, J'arrive. Houphouët-Boigny était là, Houphouët-Boigny n'est plus. Très bien. Le président de la République, Alassane Ouattara, a repris le flambeau et parmi tous les successeurs du président Houphouët-Boigny, c'est le seul qui a pu impulser une trajectoire linéaire de développement à la Côte d'Ivoire. Très bien. Très bien. Messieurs, Nobel Navarro, l'opposition unie le battra dans les unes. Ce sont les mots de Pascal Affingué, le président du Front populaire ivoirien. Faut-il s'attendre à une union de toute l'opposition ivoirienne après cette déclaration de candidature? alors, l'union de toute l'opposition date du 19 juin dernier avec la création du Front commun, PDCI-RDA, PPACI. Le premier parti est dirigé par son Excellence M. Tidiane Thiam. Le second, par son Excellence Laurent Gbagbo, ancien président de la République. Et les autres? Ces deux-là sont Là, les il ne parle pas seuls. de Simone Gbagbo, il ne parle pas de Blé Goudé. Ces deux-là sont les seuls à avoir des élus, Parce que des ils maires, sont bannis, eux. des maires et des députés. Les seuls. OK? Donc, c'est c'est la base. Ensuite, il y a tous les autres qui sont au sein de quelque chose qui existait un peu avant. Cap Côte d'Ivoire. La Cap Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, depuis le 19 juin, l'opposition est unie. Alors, le jeu consiste effectivement à essayer de faire éclater ce Front commun, mais il est là, il existe. Ce Front commun uni de l'opposition estime que ce quatrième mandat est tout aussi anticonstitutionnel que le troisième. C'est un fait. C'est écrit noir sur blanc sur leur communiqué. Ils veulent se battre contre ça. Le président Gbagbo l'a dit. Petite différence avec 2020, c'est que cette fois-ci, le président Gbagbo est sur le terrain. Et il va se battre jusqu'au bout pour faire barrage à ce quatrième mandat qu'il estime inconstitutionnel. Bien. Qui plus est, il rend responsable Alassane Ouattara, candidat à l'élection présidentielle, de toutes les violences qui pourraient advenir dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais là, le décor est planté. Et c'est assez troublant de le dire. Moi, je suis ému en parlant de ça, et je le suis d'autant plus que je viens d'entendre sur ce plateau Jean-Yves dire quelque chose qui m'a beaucoup touché tout à l'heure, et qui a parlé en tant que jeune Ivoirien. Effectivement, cette déclaration de candidature qui souligne que la parole donnée finalement n'a aucun contenu, puisqu'on peut se dédire à tout moment sans que ça gêne quoi que ce soit. C'est un jeune qui parle, c'est un jeune confrère. Nous sommes des vieux chevaux de retour. Nous en avons vu d'autres, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais un jeune qui dit ça, vous savez quoi?
ce sont des dizaines et des dizaines de millions de jeunes qui sont toute la journée Il y a sur aussi leur... des jeunes RHGP qui ne pensent pas la même chose. Qui sont sur leur téléphone et sur leurs réseaux sociaux et qui pensent la même chose et qui sont écœurés d'entendre des choses pareilles. Ça c'est bouleversant. Ça, c'est très grave. Ces jeunes-là, personne ne leur demande leur avis. Et là, Jean-Yves vient de donner leur avis quand même. Et c'est assez impressionnant. Alors maintenant, que les dirigeants politiques... Non, mais il a l'âge qu'il a, et tant mieux. C'est merveilleux de voir qu'effectivement, ça bouge. Qu'est-ce que ça peut donner? Qu'est-ce qui peut se passer? Bien sûr, on peut se dire, quand on a 83 ans officiellement, que tout ça n'a aucune importance. Je vous permets pas. Non, je pense que ce Navarro, il faut qu'on reste courtois dans ce qu'on dit et dans ce qu'on dit à propos de en tout cas, on peut se dire. président de la République. En tout cas, on peut se dire. On ne va pas subiter celui-là du président de la République, c'est officiel. On peut se dire. On peut se dire, la jeunesse, on s'en fout, parce que j'ai entendu sur ce plateau Jean-Yves, il y a 2 semaines, dire, mais voilà, eux, ils disent, on s'en fout. Il a même été repris à la volée par le président Jean-Paul Aureau qui dit non, on s'en fiche. Mais non, mais tout était résumé dans cette expression. Il y a un mépris derrière ça. Il faut qu'on déroule le message. Que fait-on avec la jeunesse ivoirienne et la jeunesse africaine? Parce que elle n'est pas seulement ivoirienne, elle est toute africaine, francophone, à qui on ne demande jamais son avis. Eh bien, heureusement que Jean-Yves est là pour le donner quand même. Jean-Yves et aussi Henri qui n'est pas là parmi nous aujourd'hui. Et Henri, bien sûr. Rapidement. Nous le saluons. Rapidement. Je ne sais pas quel âge avait Jean-Yves quand on traitait l'autre de boulanger ou d'enfarineur. Donc s'il y a quelqu'un qui ne respecte... L'autre je ne sais pas de qui on parle. On va s'écouter ce plateau, Diaby, allez-y. Parce qu'on parle de non-respect de la parole de donner, non de ci, cela. Mais après, le président de la République, il est cohérent dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Non, il y a des éléments... Il est cohérent. Donc D'accord. Que le président dise en 2015, en 2020 et qu'en 2025, il dise ceci, il dise cela, c'est quelqu'un qui dirige un pays. Bien. Il veut envoyer ce pays dans une autre dimension. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ok. Les Ivoiriens trancheront le 25 octobre. Qui a cru à ce qui n'a pas cru à cela. Vraiment... Jean-Paul Aureau, président, qu'est-ce que cette candidature change dans le destin de Tidiane Thiam? Tidiane Thiam qui a reçu une décision du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que ça change pour lui, le président du PDCRDA, qui s'est défoulé, l'annonce de la candidature du président Ouattara, lui qui nous disait que on lui avait promis, enfin, j'ai du mal à comprendre même cette prise de position chez notre confrère Alain Foucault. Est-ce que ça bouleverse concrètement quelque chose chez lui aujourd'hui? Non, pour moi, ça ne peut pas bouleverser quelque chose. S'il a ses ambitions, qu'il les garde, il peut aller jusqu'au bout de ses ambitions. Ça lui appartient, ses ambitions lui appartiennent. Mais ce qui me gêne un peu dans l'interview que j'ai pu voir sur le plateau d'Alain Foucault, c'est la naïveté qu'il a eue à aller parler avec le président de la République et celui-ci lui dit « Non, t'inquiète pas, il ne serait pas candidat ». Mais on n'est pas candidat quand un autre n'est pas candidat, c'est que tu n'as pas d'ambition. Moi, je suis candidat parce que ça brûle en moi. Tu suis, hein? Je ne suis pas candidat. Il est en train de faire un cours, là. Je ne suis pas candidat parce que un tel autre ne veut pas être candidat. Je suis candidat parce que ça brûle au fond de moi. Et je veux transmettre cette flamme-là à mes amis et à ceux qui partagent ma vision. Bien. Donc, au-delà de ça, maintenant, si la candidature grille les ambitions de Thiam, je ne le crois pas. Et la décision du Conseil du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, ça change pas pour l'instant, c'est très important. Non, moi je ne le pense pas. Vous savez, cette décision-là, ça me rappelle c'est que la forme. Ça me dans rappelle, le fond, il n'y a rien en fait. Ça me rappelle celle de la Cour africaine des droits de l'homme. Ils nous disent, bon, pour le moment, on n'a pas encore décidé dessus, on n'a pas encore jugé sur le fond, mais mettez-le, donnez-lui ses droits politiques et civiques. Mais quand on va revenir sur le fond en 2026,
vous verrez. Mais c'est la même chose que la Cour africaine des droits Non, de l'homme. pas du tout, pas du tout. Non, non, si. On La va Cour s'écouter. africaine. Alors, laissez-moi allez-y, finir. allez-y, La allez-y. Cour africaine des droits de l'homme a dit quoi? Ils prennent une ordonnance, ils disent mettez Gbagbo et Soro sur la liste électorale pour le temps qu'on puisse statuer sur le fond. Bon, imaginons si l'État de Côte d'Ivoire les avait mis sur la liste électorale. Et au moment où ils statuent sur le fond, maintenant, ils se rendent compte que ils déboutent Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Donc, ils allaient demander à l'État de Côte d'Ivoire de les sortir de la liste électorale. On savait ce que ça allait donner. Quelquefois, ces organisations-là, quand elles prennent des décisions, moi, je pense qu'ils ont une volonté d'impacter la vie politique d'un certain nombre de pays. Et pas de la bonne manière à assurer la sérénité des choses. Donc pour moi, ce communiqué, ils le savent, ils savent que ça ne va rien avoir sur l'impact sur les décisions de l'État du Côte d'Ivoire, ils en sont conscients, mais peut-être que si ça pouvait... Alors là, il faut conclure rapidement. Jean-Yves rapide, et puis après... En fait, bon, pour revenir à ce que Jean-Paul Leroux disait tout à l'heure, pour vous rassurer, moi personnellement, j'ai aussi, quand j'ai vu l'interview, je me suis dit qu'il a fait preuve d'une grande naïveté parce que tu pars aller voir un adversaire politique lui demander si c'est un candidat. C'était pas un adversaire à l'époque. Non, c'était un adversaire parce que si toi tu as... En fait, ça dépend où tu positionnes du moment où tu n'appartiens pas à l'appareil du RHDP, tu es adversaire. Donc ça, c'est pas un débat pour moi. À moins qu'il se soit rendu avec le président pour qu'il soit RHDP. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Maintenant, pour répondre à la question... Rapidement. Oui, pour répondre à la question de la décision. En fait, je pense que le porte-parole même du gouvernement a répondu à cette question-là auparavant. Il a dit que même si cette cour-là donnait, en fait, comment on appelle ça, donnait un accord favorable, je dirais, à Tidiane Thiam, l'État de Côte d'Ivoire était un État souverain. Il a même dit donc, il a déjà planté le décor il y a déjà des mois. Donc moi, je pense que ça, c'est pas à discuter même. Ils vont complètement balayer cette décision-là et puis ils vont faire État souverain. Tout est dans le geste. Moi, j'ai une dernière question. Sur la marche du Front commun qui était annoncée ce samedi et qui est annulée, réaction rapide. Quel est le message que le gouvernement envoie Alors, politique. Peut-être pouvons-nous commencer par une information. Oui. En fait, ça, c'est une information que de première main, mon petit doigt. De première main, la marche devrait être reportée au 9 août. Ok. Voilà. Alors, enfin, mais ils maintiennent déjà. Pour ma part, elle devrait... Je précise les motivations. Je crois qu'il n'y a pas assez de policiers. Officiellement, ils seront moi, je ne sais pas, la Côte d'Ivoire compte des dizaines de milliers de policiers. Nous saluons la direction de la police nationale. Au passage. Ils ne seront pas tous à Boaké. Ils seront mobilisés. Et puis, pour moi, pour la vitalité de la vie démocratique en Côte d'Ivoire, pour moi, vous avez cité Saint-Simon aujourd'hui. Oui, on va aller chercher. Ça fait partie de mes références. Ça fait partie de mes références intellectuelles. Mais je disais que cette marche aurait dû avoir lieu. Ça ne pose aucun problème. Est-ce qu'il faut craindre pourquoi avoir peur d'une telle manifestation? Jean-Paul, s'il te plaît. Je vais demander de monter votre micro légèrement pour que vous entendez. Et voilà. Pourquoi avoir peur d'une telle manifestation? Moi, j'ai écouté Damana Picasse et puis Yves Carlil. Ils parlent de 100 000 personnes. Je ne sais pas s'ils auraient pu rassembler 100 000 personnes de Bismarck-Ori. Et vous savez, la chute de la marche, c'est où? La place de la République. Parlons du palais présidentiel. 50 mètres du palais de la République. Ah, donc il y a la prise de... On va prendre toutes les hypothèses possibles. Je ne dis pas... Non, j'arrive. On prend toutes les hypothèses possibles. Ouais. Je ne dis pas que cela serait. Ouais. Imaginez, quand on arrive, il y a des illuminés qui disent on va à l'autre côté. Quelle sera la réaction de J'arrive. Laissez-moi finir. Okay. Quelle sera la réaction des gardes, des policiers là? Les laisseront-ils aller ou s'opposeront-ils à eux? Yeah. Qu'est-ce qui se passerait si jamais une confrontation? D'accord. Mais de façon logique, irresponsable, le préfet d'Abidjan leur a expliqué le pourquoi du refus. Ce n'est même pas une interdiction définitive, c'est juste un report. Mais trouvez-vous un autre parcours qui n'aille pas vers la présidente de la République? Ils ont bien fait des marches, ils sont allés à la CEI, rien ne s'est passé. Je dois malheureusement rendre l'antenne. 30 secondes, Norbert, et puis je rends l'antenne. Juste pour évoquer très rapidement le cas de Alino Faso, qui a marqué l'actualité politique en Côte d'Ivoire.
un prisonnier qui était apparemment en pleine forme. Moi, j'ai vu ses photos, il est jeune, il était jeune, et qui se serait suicidé en prison. J'ai comme un doute, vous voyez, j'ai comme un doute. Dans ce pays, on suicide des gens. Alors, on peut continuer à parler de démocratie. C'est tout. Je ne voulais pas qu'on termine l'émission sans avoir un mot. Je n'ai pas eu le temps de l'aborder. Ce n'est pas un choix volontaire. Rapidement, M. Navarro, vous étiez correspondant de RFI à Abidjan. Je confirme, oui, de 2008 à 2011. Votre collègue Jean-Hélène, paix à son âme. Dieu et son âme, oui. Dans quelles conditions est-il décédé? Il a été assassiné d'une balle dans la tête par un Donc, gendarme. quel a été le justificatif utilisé par le pouvoir Gbagbo de l'époque? Le justificatif? Oui, de la mort de Jean-Hélène. Elle a été le pouvoir de l'époque a déploré. L'assassin a été condamné. Il a été condamné, mais pourquoi? Parce que il était en train de faire un reportage et on a trouvé que c'était quelqu'un qui était pro-ci, pro-ça, et sans jugement, il a pris une balle dans la tête. Bon. Donc maintenant, le gouvernement de Côte d'Ivoire, en ce qui concerne l'affaire Alino Faso, je ne vois pas le rapport. Hein. Non, franchement, vous comprendrez. Rapidement, en une minute, et voilà. Sinon, je me fais taper le doigt par la production. Voilà. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a présenté ses condoléances officielles au Burkina, et le procureur de la République a diligenté une enquête pour savoir exactement ce qui s'est passé. Ah oui, mais à Ouagadougou, j'ai entendu des manifestants crier Ouattara assassin. Écoutez, c'est pas grave. Rassurez-vous, et pour le bonheur de notre téléspectateur, nous reviendrons s'il le faut pour une émission sur ce sujet. Mais déjà, le rendez-vous est pris pour le 7 août. Le lendemain du discours du président Ouattara, en espérant qu'il